Bienvenue donc à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui donc de vous accueillir sur notre webinaire concernant donc le risque chimique, donc identifier le risque chimique dans mon entreprise. Nous vous rappelons donc quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Vos caméras et vos micros donc sont coupés, mais vous pouvez à tout moment poser vos questions donc dans l'onglet questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas, puisqu'on y répondra, on prendra le temps nécessaire pour y répondre à la fin. Nous reprendrons donc à l'oral, en fin d'animation, les questions qui seront posées pour y répondre de manière collective. Ce webinaire donc est donc enregistré et à la fin, on vous proposera donc le support et le replay à la fin de la session. Et la présentation ainsi que des documents supports vous seront, fournis, heu et vous seront envoyés donc à la suite de votre participation. Je vous propose donc de débuter. Aujourd'hui donc, nous sommes 3 à animer, ce webinaire. Je suis, Céline Akinci, toxicologue, au sein de Prevlink. Bonjour, moi je suis Véronique Demortière, technicienne hygiène et sécurité au sein de Prevlink dans le centre de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Bonjour tout le monde, moi je suis Elisabeth Garofalo, médecin du travail sur le centre de Boulogne-Billancourt. Nous avons donc le plaisir de partager avec vous les informations clés et les conseils, pratiques au cours de cette session pour vous accompagner dans votre démarche de prévention, notamment donc sur le risque chimique. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Nous allons tout d'abord essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le risque chimique. Ensuite, nous allons voir donc l'évaluation du risque chimique, comment on peut évaluer ce risque, les principes de prévention ainsi que la surveillance médicale. Et vous aurez également à la fin de ce webinaire les ressources pour vous aider. Nous allons donc commencer la première partie sur les généralités sur le risque chimique. Tout d'abord, il faut noter que les agents chimiques sont omniprésents quel que soit le métier. On les retrouve donc dans les peintures, dans les produits ménagers, dans les cols, dans les graisses, dans les encres, dans les désherbants. En effet, donc nous avons, dans le cadre des produits, chimiques, les produits qui sont étiquetés, où le risque chimique est facilement repérable à travers donc l'étiquette. Nous avons également malheureusement donc des produits qui sont non étiquetés. Vous le verrez donc, enfin, vous voyez suffisamment avec les médicaments ou les produits cosmétiques à la maison. Et on a aussi des procédés qui sont émis, par exemple les fumées, les poussières de bois, les vapeurs, les gaz, et cetera. Nous allons maintenant voir un peu plus en détail ce que c'est qu'un agent chimique dangereux, donc ce qu'on appelle ACD. Un agent chimique dangereux est un agent présentant donc, pardon, un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, qui peuvent être donc inflammables, explosifs, comburants, ou encore toxicologiques. Un produit peut être irritant, corrosif, sensibilisant, toxique ou encore cancérigène. Nous pouvons donc les retrouver, sous différentes formes. Ça peut être des substances pures, ça peut être dans des mélanges, ça peut être des produits qui sont générés ou encore, des déchets ou des résidus. Et ils peuvent être sous forme d'états physiques différents, comme ça peut être des solides, des liquides, des gaz ou encore sous forme de poussière, de fumée ou, d'aérosols. Tout le monde est concerné par le risque chimique. En effet, donc les agents chimiques dangereux, ce qu'on appelle ACD, c'est un terme, un acronyme qui est utilisé tout le temps, même au niveau de la réglementation, peuvent causer donc des dégâts matériels, ça peut être des incendies, des pollutions, euh, des accidents, comme par exemple le dégagement de gaz toxiques avec la projection de produits corrosifs, également, des incendies, des explosions. Ça peut aussi avoir des effets, sur la santé, comme des troubles, d'irritation, des maux de tête, des maladies au niveau du système nerveux ou sur des organes cibles comme le poumon, le foie, le cœur, et cetera, des allergies ou encore des cancers. Un petit point d'attention, doit être, noté puisqu'en fait, il peut y avoir des contacts accidentels ou involontaires avec les produits chimiques. Par exemple, lors de transvasements de produits dans un autre contenant qui n'est pas celui d'origine. Ou encore, le mauvais étiquetage, par exemple, d'un produit. Et il peut aussi avoir des effets lorsqu'on fait une déglutition involontaire. Et un geste qui ne doit pas être oublié, c'est, lorsqu'on ne respecte pas les règles d'hygiène,
Il peut y avoir donc des gestes involontaires comme le contact main-bouche en fumant ou en mangeant ou lorsqu'on se ronge les ongles qui peuvent engendrer aussi des effets délétères sur la santé. Alors, lorsqu'on se concentre sur le risque chimique, il faut savoir, que, en effet, tout travailleur qui utilise, manipule, transporte les agents chimiques se retrouve exposé à ce risque professionnel. Un risque chimique se manifeste, enfin, en tout cas dans le cas du risque chimique, c'est lorsqu'on est, confronté à une exposition et également qu'on est exposé à ce danger de ce produit. En fait, s'il y a pas d'exposition, ben, on peut pas dire que directement il y a un danger. Il faut vraiment étudier la manière dont on est exposé à ce danger pour qualifier un risque chimique. Le risque, c'est donc la rencontre du s enfin, du salarié à son poste de travail avec un agent qui est potentiellement dangereux. Et ça dépend de différents facteurs, du type d'exposition, de la fréquence, de la durée, de la quantité également de produits utilisés, mais également des caractéristiques concernant la dangerosité de la substance ou du mélange. Je laisse maintenant la parole au docteur Garofalo qui va vous présenter donc les effets sur la santé. Merci Céline. Donc, on va voir les effets sur la santé associés aux agents chimiques et donc les effets sur l'organisme humain qui dépendent de plusieurs facteurs, dont les caractéristiques du produit considéré, les propriétés physico-chimiques, la composition, la toxicité. Les voies de pénétration dans l'organisme, essentiellement, nous avons la voie respiratoire, c'est vraiment la voie principale. Encore la voie cutanée et muqueuse, surtout oculaire, et la voie digestive. Le mode d'exposition, qui est en lien aussi à la quantité, fréquence, type d'utilisation du produit, mais aussi du moment et durée de l'exposition. Encore, l'état de santé est très important, l'état de santé de la personne concernée, parce que selon qu'elle a des pathologies, par exemple, déjà existantes, elle est plus vulnérable. Et le mode de vie aussi est important, par exemple, la consommation d'alcool ou tabac. La susceptibilité génétique est importante parce que certaines personnes peuvent présenter des prédispositions susceptibles de modifier l'absorption, détoxification ou élimination des substances chimiques présentes dans leur environnement. L'âge aussi est très important parce que, il y a des périodes, on peut dire, clés, comme le développement, par exemple, vie intra-utérine, adolescence, ou l'âge majeur à 65 ans, rendre, vraiment la personne plus susceptible et plus vulnérable aux produits chimiques, avec donc un risque augmenté, des conséquences pour la santé. Et enfin, on parle de polyexposition parce que, les agents chimiques, peuvent être plusieurs sur le lieu de travail et donc les expositions peuvent se cumuler. Il est très important aussi de parler et de reprendre la notion de toxicité. Donc, comment les produits chimiques, présents dans les lieux de travail pénètrent dans l'organisme et vont se diffuser et interagir sur, les sites d'action et organes cibles. Les produits sont ensuite métabolisés et enfin éliminés via nos urines, respiration, sueur, donc bon, via les liquides corporels. Et une partie de ces agents peut être aussi stockée dans l'organisme, comme c'est le cas, par exemple, du plomb qui se stocke notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang des années ou même dizaines d'années plus tard, notamment lors, par exemple, d'une grossesse ou en cas d'ostéoporose. On continue avec les effets sur la santé. Donc, les effets sur la santé, selon l'exposition du salarié, peuvent apparaître à la suite des intoxications aiguës ou intoxications chroniques. Dans une intoxication aiguë, normalement provoquée par la pénétration unique et massive d'un agent, nous avons par exemple corrosion, hein, comme c'est le cas de la soude caustique, ou encore on peut avoir des brûlures
si nous sommes exposés, par exemple, de façon inappropriée à l'acide fluorhydrique. On peut avoir des irritations. Attention parce qu'énormément de produits chimiques sur le poste de travail sont irritants. Il y a des exemples, on peut dire naphtalène, chromate, formol, et plein d'autres. Et on a encore des intoxications donc chroniques qui sont dues au contact répété avec la substance, même à faible dose. Et ces pathologies peuvent apparaître de façon retardée, voire plusieurs mois ou années après l'exposition, comme c'est le cas de certaines maladies professionnelles ou des cancers. Par exemple, dans le cas de l'amiante, on peut avoir une latence de 30-40 ans pour le mésothélium et de 10-20 ans pour l'asbestose. Quand on parle d'intoxication chronique, nous pouvons parler aussi des allergies, comme asthme et dermatite, où l'agent sensibilisant doit rentrer en contact à plusieurs reprises avec l'organisme afin de le sensibiliser à manifester la maladie. Au travail, on rencontre encore énormément de produits qui sont sensibilisants et peuvent donc, comme on disait tout à l'heure, donner des allergies graves, soit respiratoires ou cutanées, et pour lesquelles des dispositions s'imposent, pouvant aller jusqu'au reclassement professionnel ou vers l'inaptitude. Point d'attention pour les disocyanates, pour lesquels, depuis août 2023, une formation avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des produits qui ont une concentration supérieure à 0,1% s'impose. Ces produits sont présents surtout par exemple dans les métiers du BTP, où la concentration est supérieure à 0,1%. Dans certains cols, résines, peintures, mastiques. L'exposition à ces produits conduit à des risques de maladies respiratoires et maladies de la peau, donc maladies cutanées. Au travail, nous rencontrons aussi plusieurs agents et produits connus comme perturbateurs endocriniens. Pour vous donner des exemples, on a les phtalates, les bisphénols, les parabènes, les filtres UV, comme on peut trouver par exemple dans certains produits de coiffure. Et ces perturbateurs endocriniens sont susceptibles donc d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, donc la production des hormones, et induire des effets délétères sur l'organisme comme altération de la fertilité, fonctionnalité thyroïdienne, et malheureusement, on peut avoir aussi des effets néfastes sur la descendance. Et du moment qu'à ce stade, il n'y a pas de test spécifique dans le code du travail qui est applicable en tant que tel au perturbateur endocrinien, la prévention des risques liés à ces produits doit répondre aux mêmes exigences que toute démarche de prévention. Voilà, je laisse la main donc à Céline. Merci Elisabetta. Alors nous allons maintenant parler des produits CMR, donc ce qu'on appelle cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On va d'abord les définir. Un produit cancérigène est une substance, un mélange ou un procédé pouvant provoquer donc l'apparition d'un cancer ou en augmenter la fréquence. On parle d'agents mutagènes. Alors pour les trois cas, ce sera donc substance, mélange ou procédé, donc qui peut entraîner des altérations du matériel génétique de la personne qui est exposée et dans certains cas, donc de sa descendance. L'effet mutagène est une étape initiale au développement d'un cancer. Et on distingue également donc les substances qui peuvent donc altérer la fertilité de l'homme ou de la femme, ou encore altérer le développement de l'enfant à naître, donc avortement spontané, malformation lors de la grossesse, ou encore lors de l'allaitement. En effet, il est également important d'être vigilant face aux produits CMR, notamment lors de l'évaluation du risque chimique et lorsque vous effectuez l'inventaire de vos produits. Alors, on distingue parmi les produits CMR les catégories suivantes. On a donc les catégories 1 et les catégories 2. Les catégories 1 se distinguent en deux sous-groupes. On a donc la catégorie 1A qui est considérée comme avoir des produits qui ont des effets CMR donc
avérés pour l'homme. Un B, donc c'est des effets présumés pour l'homme. Et on a également la catégorie 2 qui veut dire donc effet suspecté pour l'homme. Chaque danger est identifié par une mention de danger, donc un code alphanumérique, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec une lettre H et un code à 3 chiffres. C'est ce qui est spécifié donc sur l'étiquette de vos produits pour l'ensemble des risques. Et pour les produits CMR, on a donc les différentes codifications qui sont présentes à l'écran pour les différentes catégories. Pour les produits donc CMR, les mentions de danger permettent de les identifier. Et pour les catégories 1A et 1B, on distingue donc pour les produits cancérigènes le code H350. Pour la catégorie mutagène, catégorie 1A ou 1B, c'est H340. Et pour la catégorie reprotoxique, c'est H360. Pour la deuxième catégorie, nous avons donc pour les produits CMR, enfin cancérigènes, catégorie 2, la phrase H351. Pour les produits mutagènes, catégorie 2, H341. Et pour les reprotoxiques, on distingue la phrase H361 qui signifie qui peut nuire à la fertilité ou au fœtus, donc qui concerne la femme enceinte, et le code H362 qui signifie peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel, ce qui signifie que c'est dangereux pour la femme allaitante. Ce qui signifie aussi que pour le H362, ça fait référence aux femmes allaitantes, donc qui nécessite une vigilance importante à avoir au sein de l'entreprise pour les femmes qui allaitent. Nous allons maintenant nous focaliser sur comment nous pouvons repérer le risque chimique grâce à l'étiquette, qui est la première source d'information que nous avons à disposition. En effet, sur l'étiquette, on retrouve un certain nombre d'informations qui ne sont pas négligeables et qui sont essentielles. On a tout d'abord le nom du fournisseur qui est systématiquement indiqué sur une étiquette d'un produit. Nous avons donc le nom du produit, les mentions d'avertissement, les pictogrammes de danger et les mentions de danger qui sont donc un code alphanumérique comme je l'ai précisé précédemment. Et là, vous avez donc dans l'exemple d'autres catégories qui permettent d'identifier donc les différents dangers. Dans le cadre donc des phrases de risque, des mentions de danger, il faut distinguer les phrases qui commencent par H200, qui caractérisent donc un risque physique, les phrases H300, qui montrent un danger pour la santé, et les phrases H400, qui caractérisent un danger pour l'environnement. Dans les étiquettes, vous retrouvez également des conseils de prudence qui permettent de donner un premier avis, de mise en garde, d'alerte, comme par exemple tenir éloigné de la chaleur, éviter le contact avec les yeux, ne pas avaler, etc., que l'on retrouve dans les produits de tous les jours. Il suffit de retourner votre liquide vaisselle que vous avez à la maison et vous allez voir l'étiquette et les phrases de prudence, les pictogrammes, etc., qui existent sur une étiquette classique. Mais effectivement, certains produits, comme nous l'avons vu initialement au début de ce webinaire, ne sont pas étiquetés et présentent pourtant des dangers. On distingue donc 9 pictogrammes différentes pour repérer les 3 catégories de dangers, donc physiques, qui touchent donc la sécurité, qui touchent la santé et qui touchent l'environnement. Nous avons également une autre donnée à disposition qui est la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité, c'est un outil incontournable dans la gestion du risque chimique, car elle permet de repérer le risque. Elle doit toujours être mise à la disposition des salariés et il faut les transmettre donc aux services de santé au travail et aux médecins également. La fiche de données de sécurité aide à identifier la nature des produits utilisés, donc distinguer si nous sommes face à des CMR ou des ACD, donc des agents chimiques dangereux. Ça permet de mettre en place la notice de poste et de réaliser l'évaluation du risque chimique et de déterminer les plans d'action. Les étapes à suivre lorsqu'on est confronté à une FDS, c'est tout d'abord, je la lis, je m'équipe des équipements de protection nécessaires pour la manipulation de mon produit afin de limiter le risque, et ensuite, je manipule mon produit en toute sécurité. Alors, dans la FDS, il faut savoir que c'est un document donc réglementaire qui est composé donc de 16 rubriques et qui renferme un certain nombre d'informations. C'est un document réglementaire mais également obligatoire que l'employeur doit avoir à disposition dès qu'il commande un produit, dès qu'il introduit un produit dans son entreprise. Et il faut
ne pas hésiter à la demander systématiquement à son fournisseur lorsque celle-ci est mise à jour. C'est un document qui est notamment la carte d'identité du produit. Elle doit être dans la langue du pays dans lequel il est manipulé, donc en français si c'est manipulé en France. Certains produits, effectivement, n'ont pas de FDS, comme par exemple les produits émis, les produits cosmétiques ou encore les médicaments. Ça regroupe donc les dangers du produit, puisqu'on reprend l'étiquette du produit, figure dans cette fiche de données de sécurité. Il y a également une rubrique spécifique sur les équipements de protection à mettre en place, individuels ou collectifs, pour manipuler ce produit en toute sécurité. Les règles d'utilisation, de stockage également, mais ainsi que les gestes de premier secours à avoir spécifiques au produit. Je tiens juste à préciser qu'au niveau de la diapositive, vous avez systématiquement, donc en bas à gauche, les références INRS et le lien qui est accessible directement pour les brochures qui sont reliées à la thématique dont on explique pour aller plus loin. Donc ça peut vous servir. Je laisse maintenant la parole à Véronique pour vous expliquer la suite. Alors maintenant, nous allons voir quelle démarche pour entreprendre votre évaluation du risque chimique. Alors la méthode reste dans la même logique que les autres risques professionnels auxquels sont exposés vos salariés. Elle est juste adaptée aux spécificités du risque chimique. Alors voici les différentes étapes. Si Céline veut bien passer la diapositive suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc, les différentes étapes à mener, voilà, la première, c'est faire l'inventaire des produits chimiques. Vous allez identifier les dangers de chaque produit manipulé, utilisé ou émis à l'aide de vos fiches de données de sécurité, comme vous l'a expliqué de l'utilité Céline. Ensuite, il faudra hiérarchiser les risques par poste ou par tâche. Ensuite, vous évaluerez l'exposition des salariés pour déterminer le niveau de risque résiduel. Enfin, vous mettrez en place un plan d'action de prévention afin d'atteindre l'objectif de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Puis, périodiquement, vous réévaluerez le risque chimique et vous mettrez à jour votre document unique d'évaluation. Alors, cela sous-entend d'être vigilant, car dès que se présente un nouveau produit ou un nouveau procédé qui émet des agents chimiques ou une nouvelle activité qui pourrait exposer un ou plusieurs salariés, eh bien, il faudra mettre à jour votre évaluation et la réaliser. Alors, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui n'est pas de nous arrêter sur la méthode précisément, hein, mais de vous sensibiliser sur les enjeux du risque chimique en général. Un webinaire spécifique sur cette démarche d'évaluation vous sera prochainement proposé. Alors, comment vous allez procéder? Il sera toutefois nécessaire de suivre une méthodologie précise et il faudra utiliser toutes les ressources à votre disposition pour préparer le terrain et vous faciliter la tâche. Pour cela, il faudra composer un groupe de travail en définissant un pilote. Vous repérez les unités de travail et les salariés qui sont concernés. Vous planifierez les différentes étapes de mise en œuvre de la démarche, car on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Vous utiliserez et vous choisirez un outil informatique qui répondra aux attentes réglementaires. Enfin, vous rassemblerez les documents existants qui, en fait, vont pouvoir vous aider dans la récolte des informations, notamment les fiches de données de sécurité, les fiches techniques, les rapports de métrologie si vous en avez eu, les dossiers techniques de vos ventilations ou autres. Alors, faisons un focus sur le plan d'action, qui est le but de votre évaluation. Il devra de toute évidence permettre d'adapter, de corriger ou de mettre en œuvre une prévention la plus efficace possible. Et cela vous permettra de réduire ou de supprimer le risque chimique dans votre entreprise. Il devra être élaboré en suivant 9 principes de prévention, les 9 principes généraux de prévention qui sont réglementaires et qui répondent à un ordre spécifique dans la mise en place des mesures. Alors, ces mesures seront d'ordre technique, organisationnelle et ou humaine.
Priorité numéro 1, il faudra supprimer, si c'est possible, ou substituer les agents et procédés CMR. Il faudra bien évidemment les avoir identifiés avant. Remplacer les produits les plus dangereux par les moins dangereux. Vous allez protéger les salariés en adaptant une organisation du travail avec une prévention efficace. Vous allez penser en premier lieu à la prévention collective, car celle-ci protégera l'ensemble de l'unité de travail. Puis seulement après, les équipements de protection individuelle, parce que eux ne protègent que celui qui les porte. Ça concerne les gants, les masques, les lunettes. Ensuite, il faudra former et informer les salariés aux risques chimiques, c'est-à-dire les impliquer dans la démarche déjà et leur donner les moyens de comprendre le risque auquel ils sont exposés. C'est la meilleure façon de leur faire accepter les mesures que vous aurez décidées et que vous aurez mises en place après votre évaluation. Enfin, vous allez communiquer avec le service de prévention et de santé au travail pour assurer la traçabilité des expositions professionnelles et assurer un suivi médical adapté, voire post-professionnel si besoin. Alors, nous allons maintenant vous présenter les différentes mesures de prévention technique. Ça touche le domaine des protections collectives et des protections individuelles. Nous allons tout d'abord parler des moyens de prévention possibles avec les protections collectives. Il faudra avant tout commencer par assurer une ventilation adéquate dans les locaux de travail afin de limiter l'exposition des salariés aux émanations des produits dangereux, s'il y en a. C'est un moyen technique pour agir collectivement sur la situation de travail et respecter l'ordre des principes généraux. La ventilation générale est un procédé qui agit par dilution et mélange du polluant avec l'atmosphère du local avant son évacuation vers l'extérieur. On y fera appel principalement pour renouveler l'air et aérer les locaux. Mais lorsqu'il y a une pollution de l'atmosphère avec des agents chimiques sur un poste ou une unité de travail, on recherchera toujours la solution par captage localisé au poste de travail. Vous voyez sur la diapositive quelques exemples en photographie. Donc, un procédé en vase clos avec aspiration locale, relié à une ventilation générale et un captage localisé qui nécessite aussi de bien placer pour cela l'orifice de l'aspiration entre la source d'émission et les voies respiratoires. Cela induit alors l'efficacité de cette technique, car si le bras n'est pas déplacé ou bien installé pour limiter l'exposition aux polluants, il sera bien évidemment inefficace. Pour éviter cet écueil, certains systèmes peuvent être directement fixés à la source d'émission, comme par exemple les aspirations des gaz d'échappement qui le seront sur le pot du véhicule. Alors après, il y a le domaine des hôtes. Alors les hôtes ont différents niveaux de protection. Ça peut être un simple extracteur équipé d'un ventilateur pour évacuer l'air vers l'extérieur, qui sera situé au-dessus d'un plan de travail. Mais la hotte peut aussi être équipée d'un filtre en amont. Il y a aussi les dispositifs de captage enveloppants, comme les Sorbonnes, qui sont des enceintes ventilées en dépression qui aspirent l'air du local et la rejettent dehors. Donc, il y a bien évidemment, au regard de ces différents exemples, vous voyez qu'il est important de bien évaluer l'exposition de vos salariés pour pouvoir choisir et adapter la technique de ventilation qui sera la plus efficace et la mieux adaptée à la situation de votre travail. Et il faut effectivement que techniquement, cela soit aussi possible. Néanmoins, seul le risque par inhalation est traité dans le cas de la ventilation. Alors, si le résultat de l'évaluation montre
que le port d'équipements de protection individuelle est justifié en complément des protections collectives en place, alors les salariés devront utiliser les EPI mis à leur disposition conformément aux instructions et à la formation qu'ils auront reçue. Alors, nous voici là dans le domaine donc, de ce qu'on appelle les EPI, équipements de protection individuelle, largement utilisés comme les gants, les lunettes ou encore les masques respiratoires qui vont protéger l'opérateur soit d'un contact cutané, soit d'une projection oculaire ou encore d'un risque d'inhalation quotidien, ponctuel ou accidentel. Ça dépendra donc des situations. Mais sont-ils toujours bien utilisés si vous les avez mis en place? Est-ce qu'ils sont efficaces et est-ce qu'ils sont adaptés aux risques auxquels le salarié est exposé? Alors, il faut savoir que pour la protection des mains, eh bien, il existe une large gamme de gants. Un minimum de connaissances est nécessaire pour bien choisir le gant de protection adéquate. Déjà, un gant contre le risque chimique doit répondre à une norme, c'est la norme EN 374, qui impose aux fabricants de réaliser des tests pour vérifier le temps de passage des molécules à travers la matière du gant. Un gant de manutention, par exemple en coton, eh bien, ne répondra pas à la norme spécifique des gants contre le risque chimique. Donc, à chaque produit, il existe un gant qui sera le mieux adapté. Ça peut être un gant en nitrile, en butyl, en néoprène, en PVC. Il existe multiples matières. Le choix est vaste, d'autant que les fabricants vont proposer différentes épaisseurs, différentes longueurs, avec ou sans manchette, et ça pourra être des gants à usage unique ou ils pourront être réutilisables, c'est selon. Pour la protection des yeux, eh bien, les EPI répondront à la norme EN 166. Ils seront choisis en fonction du risque, donc de la probabilité du risque de projection oculaire, c'est-à-dire dans les yeux, ou faciale, ou du niveau de danger du produit, c'est-à-dire des effets possibles en cas de contact donc sur la peau ou les muqueuses. De simples lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale ou un écran facial seront choisis pour protéger éventuellement l'ensemble du visage. Alors, pour la protection des voies respiratoires, eh bien là, ça concerne les masques. Eux aussi répondent à une norme, la EN 149. Il en existe différents types. Ils peuvent être isolants avec un apport d'air ou d'oxygène non contaminé, hein, donc vous voyez sur l'image, c'est carrément avec la bouteille dans le dos. Donc, c'est principalement les pompiers qui vont en être équipés lorsqu'ils pénètrent dans des lieux contaminés par des fumées d'incendie, par exemple, ou des activités vraiment très spécifiques. Mais l'autre catégorie plus courante est donc le masque de type filtrant, c'est-à-dire qu'il va épurer l'air ambiant qui va être respiré à travers donc le masque. Il va falloir adapter le choix du masque en fonction de la nature de l'agent. Ça peut être un aérosol liquide, par exemple comme des projections de peinture, ou solide, comme des poussières. Ça peut être des gaz, des vapeurs ou des fumées. De la concentration du polluant, évidemment, ça va dépendre aussi le choix en fait du type de masque, du niveau de sécurité et de la gravité du danger, donc du produit. Donc, c'est assez compliqué. Pour ça, on vous propose de vous référer aux brochures de l'INRS qui sont citées donc en vert sur la diapositive pour vraiment peaufiner votre choix. Alors, je vais quand même vous dire qu'un masque à cartouche, comme vous voyez sur la diapositive numéro 1, donc là qui est sur le devant, vous voyez qu'elle est relativement épaisse, cette cartouche. Eh bien, elle peut être équipée d'un filtre qui va être adapté à l'agent. Sur l'image, là, le filtre est complet parce que vous voyez qu'il a un bandeau de différentes couleurs, parce que chaque couleur correspond à une famille de substances. Donc, marron, les solvants, ça peut être les acides, ça peut être un gaz ou des vapeurs. Voilà. Et il peut aussi y avoir un bandeau blanc sur les masques à cartouches qui correspondent au filtre poussière. Donc là, on a un gros masque combiné qui fait donc l'ensemble
de la filtration des substances. En revanche, le masque dit nez de cochon ne filtre pas du tout les gaz et les solvants, hein. Donc, c'est pourquoi il est indispensable de prendre connaissance de votre fiche de données de sécurité qui préconisera le bon type de masque si nécessaire, hein. Et il faut une fiche à jour, assez récente, parce que cette information, elle est sur les dernières versions. Alors, n'oubliez pas que chacun aura le masque qui lui ira, hein, et c'est chacun son masque. Le port d'un masque respiratoire reste très contraignant pour un opérateur, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi il va falloir chercher la meilleure solution pour le protéger et limiter éventuellement les contraintes. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est important, le choix du masque et de votre équipement de protection individuelle. Maintenant, on va aussi parler bien des combinaisons, des vêtements du corps. C'est la protection donc, qui répond à la norme 14605. Selon la catégorie du risque, il faudra mettre en place des combinaisons ou des simples blouses de protection. Il faudra choisir la nature du tissu qui sera adapté, hein, par rapport à la nature de l'agent pour les blouses et réfléchir à la mise en place d'un roulement pour assurer le nettoyage ou la mise en place d'une tenue à usage unique si c'est nécessaire. Les combinaisons ont également plusieurs niveaux de protection. Alors, en raison du risque de contamination, les vêtements de protection ne doivent pas être ramenés à la maison, hein, au domicile. Et pour répondre à la définition d'un EPI, eh bien, celui-ci devra être étiqueté et il devra afficher des informations obligatoires. Il y aura donc le marquage donc CE, le référence de la norme à laquelle il appartient avec son année de publication, une indication si c'est un EPI qui est réutilisable ou non, éventuellement. Donc, ce sera étiqueté avec un R ou NR, non réutilisable. Il faudra le numéro du fabricant et pour le gant, par exemple, un pictogramme qui répondra vraiment à la nature donc, du danger, hein, risque chimique éventuellement, risque mécanique avec le petit marteau, ou si c'est simplement pour de la protection alimentaire, vous avez le petit pictogramme avec le verre et la fourchette. Voilà, donc une fois que vous aurez choisi votre pays et que vous verrez qu'il est adapté au risque, il faut garantir son efficacité en suivant les bonnes pratiques. Toutefois, une protection individuelle n'est pas une fin en soi, hein, vous l'avez bien compris, que celui qui les porte qui sera protégé. Donc, des mesures d'hygiène et organisationnelles seront nécessaires pour garantir une réduction du risque. Pour cela, vous allez et vous devez vérifier le bon état des équipements de protection avant de les utiliser, hein, d'où l'importance donc de former les salariés. Ne pas utiliser des gants à usage unique si les mains plongent dans un liquide, hein, par exemple, hein, et qu'il n'a que des petits gants à usage unique, hein, il ne pourra pas mettre et plonger ses mains dedans, hein, ça ne sera pas suffisamment secure. Ne pas partager les gants. Vous allez enfiler les gants sur des mains qui seront propres et sèches. Il faudra éviter de porter des bijoux et il faudra aussi éviter d'avoir les ongles longs pour porter des gants, pour éviter de les abîmer, bien sûr. Ne pas se toucher le visage avec des gants ou des blouses souillées pour éviter de se contaminer, hein, en touchant son visage, en se grattant le nez ou les yeux. Nettoyer après chaque usage les masques qui sont réutilisables pour éliminer le polluant qui sera dessus. Refermer bien les cartouches et les placer dans un étui hermétique jusqu'à la prochaine utilisation pour éviter qu'elles continuent en fait à emmagasiner et à se saturer. Changer régulièrement les vêtements de travail en tant que de besoin. Le nettoyage des tenues devra être pris en charge par l'employeur s'il est nécessaire donc d'avoir une tenue de travail. Prévoir des vestiaires pour le personnel avec des casiers à double compartiment
parce qu'il va falloir séparer les vêtements de ville de ceux du travail, hein, pour éviter toute contamination. Enfin, voilà, vous allez respecter les règles d'hygiène qui sont le lavage des mains, ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer à son poste de travail, toujours pour limiter la contamination. À toi, Céline. Oui. Alors maintenant, nous allons passer, sur la prévention du risque chimique, mais plus sur le stockage, des produits chimiques. La partie concernant le stockage des produits chimiques permet d'assurer effectivement une, prévention, tant au niveau de la sécurité des personnes, que des biens. Il est important, d'établir, des règles et de les faire respecter au sein de son entreprise pour le stockage des produits chimiques. Pour cela, il faudra, former et informer les salariés, sur les mesures dédiées et mises en place pour garantir donc la réduction du risque au plus bas. Les produits chimiques, devront être stockés dans le respect, des règles de compatibilité et il faut les afficher clairement. Alors soit la liste des produits ainsi que la règle de compatibilité de stockage des produits chimiques, puisque certains produits ne doivent pas être stockés au même étage, ensemble, voire des fois dans la même armoire. Les produits doivent être stockés dans un local frais, équipé d'une ventilation mécanique permanente dont le sol est imperméable. Les armoires ventilées doivent être donc également isolées du poste de travail. Bien effectivement, il peut y avoir des stockages dits tampons, mais la majorité des produits, enfin l'ensemble des produits ne doivent pas être stockés au niveau des postes de travail. Il faut également donc des bacs de retention pour les petits contenants et ou sinon sur des gros, il doit être stocké sur des gros bacs, grillagés. Il faut bien sûr tenir à jour, l'état des stocks, faire l'inventaire des produits, supprimer les produits, dont la date, est périmée, ou qui ne sont plus utilisés et cetera. Donc, enlever les produits, inutiles, je dirais, dans l'armoire de stockage. Il faut établir, et afficher donc, le plan de stockage également, donc au niveau du par étage ou par armoire, quel produit je retrouve à quel niveau. Il faut respecter donc, les dates de péremption des produits et mettre en place, une procédure en cas de fuite ou de déversement. Il est important de prévoir quand même un kit, spécifique en cas, de déversement, ce qu'on appelle un kit, de déversement, qui est un kit spécifique avec des absorbants et des EPI adaptés en cas d'accident. Après les règles, donc de stockage, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il faut mettre en place donc une conduite à tenir au sein de son entreprise en cas d'accident. Donc ce sont les mesures d'urgence à appliquer en cas d'accident dû aux produits chimiques qui doivent être établies par écrit par l'employeur et mis en place par le responsable de l'entreprise pour chaque lieu de travail où un risque chimique a été identifié. Les règles sont les suivantes. Il faut donc afficher sur ce document de conduite à tenir les numéros de secours et les personnes à contacter en cas d'accident, avec la liste des personnes qui sont formées donc au SST dans l'entreprise, les secours extérieurs, le médecin du travail, les infirmiers du travail, le responsable hiérarchique. Il faut également mettre en place les équipements de premier secours et de protection individuelle à utiliser selon la nature du danger et des produits manipulés, avec les douches, les rince-œils, les extincteurs, etc. Les FDS des produits manipulés doivent être mis à disposition des salariés et doivent être facilement accessibles en cas d'accident, afin de pouvoir les communiquer aux services de secours, parce que c'est une des premières informations qu'ils vont vous demander lorsque vous allez être confronté à un accident dans votre entreprise. Et ainsi, en cas de contact accidentel avec un produit chimique, la consultation de la fiche de données sécurité du produit est rapide. Et on pourra donc se référer directement à la rubrique 4 des premiers secours. Puisque je tiens quand même à préciser que dans la fiche de sécurité du produit, vous avez en cas de premier secours, en cas de contact accidentel avec les yeux, la bouche, en cas d'inhalation, en cas d'ingestion accidentelle, que faire? Ça, c'est précisé. Et c'est spécifique à chaque produit. Vous avez également les brochures INRS qui sont présentes sur ces slides. Maintenant, je passe la parole au docteur Garofalo pour la partie médicale. Donc, bien que les mesures de prévention technique collective, individuelle ou organisationnelle que Véronique nous a présentées tout à l'heure permettent de réduire les expositions professionnelles aux risques chimiques, les risques est vraiment que réduit, n'est pas éliminé.
Et donc, il est nécessaire de mettre en place une surveillance médicale pour assurer un suivi médical adéquat à chaque travailleur et d'épicer précocement les éventuels effets sur la santé. Les salariés donc exposés au risque chimique doivent faire l'objet d'un suivi individuel de leur état de santé, dont un des objectifs est de les informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail. Et pour ce faire, l'employeur doit déclarer l'ensemble des travailleurs avec leurs expositions au risque professionnel et ne pas oublier entrée-sortie en cours d'année. Afin d'assurer la mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs exposés au risque chimique, le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire doivent recevoir certaines informations de la part de l'employeur, comme la nature et composition des produits chimiques utilisés, s'ils sont ACD ou SMR, par exemple. Il faut envoyer le FDS, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure. Et donc, les services de prévention en santé au travail doivent recevoir encore les résultats de toutes mesures et analyses réalisées pour ce qui concerne les risques chimiques. Et attention, parce que depuis juillet 2024, l'employeur doit communiquer une liste de travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, donc nos CMR. Et les informations que cette liste contient doivent être versées dans les dossiers médicaux des travailleurs pour assurer la traçabilité des expositions. Donc, dans ce cas d'exposition au SMR, une surveillance post-exposition ou post-professionnelle sera nécessaire et le médecin du travail enverra le travailleur vers le médecin traitant ou médecin conseil afin d'assurer la continuation de la prise en charge. Donc, le salarié, le travailleur, sera muni d'une attestation d'exposition au SMR qui lui sera remise par l'employeur et le médecin du travail. Le suivi des salariés comprend notamment une visite d'information et de prévention, qu'est-ce qui est la VIP, ou bien un suivi individuel renforcé appelé CIR. Si les expositions peuvent avoir un impact plus important sur la santé, comme c'est le cas des expositions au SMR ou encore exposition à l'amiante, au plomb par exemple. L'employeur peut ajouter des postes à cette liste. Bien sûr, sur avis du médecin du travail. Dans certaines conditions, le suivi individuel peut être adapté, comme c'est le cas de la femme enceinte ou allaitante, qu'on verra tout à l'heure. Et la surveillance médicale est renouvelée selon une périodicité qui est fixée par le médecin du travail et qui prend en compte les conditions de travail, bien sûr, mais aussi l'âge, l'état de santé et les risques auxquels la personne est exposée. Ici, vraiment à l'écran, vous trouverez les différents types de suivi médical sur la fiche présentée et cette fiche peut être téléchargée sur notre site internet. En dehors des visites prévues dans le cadre du suivi, on peut dire classique, donc VIP ou CIR, les salariés, mais l'employeur aussi, ont toujours la possibilité de demander un examen par le médecin du travail. Et encore, le médecin du travail aussi peut demander, en cas de besoin, de voir plus souvent un salarié. Donc, pendant la surveillance médicale, le médecin du travail procède à un entretien et à un examen clinique qui doit permettre de dépister aussi précocement que possible des effets sur la santé. Et à la suite de cette visite, le médecin peut demander, si besoin, des examens complémentaires selon la nature de l'exposition, des conditions de santé et des conditions de travail, bien sûr. Et ces examens sont par exemple des prises de sang, des examens radiologiques, des prélèvements d'urine ou encore des explorations fonctionnelles respiratoires.
Ces examens peuvent être complétés aussi par une surveillance dite biologique des expositions. Et donc, la plus connue, par exemple, la plombémie ou d'autres métabolites du risque chimique dans les urines ou dans le sang de la personne concernée. On va maintenant parler d'un cas vraiment spécifique, que c'est la grossesse et l'exposition aux risques chimiques. Le Code du travail interdit d'affecter ou maintenir la femme enceinte et les femmes allaitantes à des postes de travail les exposant aux agents chimiques dits reprotoxiques des catégories 1A et 1B. L'interdiction est valable aussi pour le benzène et certains dérivés des hydrocarbures aromatiques. Et l'employeur a l'obligation de proposer un autre poste compatible avec l'état de santé si cela est faisable. On doit faire attention à certains produits, à certains produits chimiques et à certains produits, à certaines périodes de la vie. L'employeur a l'obligation d'être attentif parce qu'il est indispensable que les femmes en âge de procréer soient informées, notamment des risques susceptibles d'avoir un impact en cas de grossesse. Et la salariée n'a pas tenu à déclarer sa grossesse à son employeur. Donc, l'employeur vraiment doit faire attention parce qu'il doit protéger toutes les femmes en âge de procréer. Pas seulement les femmes sont concernées, mais aussi les hommes, surtout pendant les 3 mois qui procèdent à la conception de l'enfant. En effet, certains produits peuvent être toxiques pour la reproduction et selon les cas, ils peuvent par exemple réduire la fertilité, soit de l'homme que de la femme, en donnant un vieillissement prématuré des cellules de la reproduction. Certains produits donc reprotoxiques peuvent nuire aussi au bon déroulement de la grossesse, en donnant des accouchements prématurés ou des avortements spontanés. Et encore, certains produits peuvent nuire au bébé nourri au lait maternel. Certains produits passent la barrière placentaire et peuvent porter atteinte au développement de l'enfant, donc des malformations par exemple, ou à sa santé future, donc des défauts de croissance. Ces dangers, on peut les retrouver sur l'étiquette. Ils sont signalés comme Céline nous disait dans la diapositive numéro 13. Et par exemple, les mentions des dangers H360F peut nuire à la fertilité ou H362 peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Toutes ces notions, vous les trouverez de manière plus approfondie dans la brochure ici présente. C'est une brochure de l'INRS, donc n'hésitez pas à la télécharger. Donc, si on souhaite avoir un enfant, agir à temps, c'est agir avant. Si on pense être exposé à des produits chimiques qui peuvent avoir un impact sur la grossesse, il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin du travail, vraiment du désir de la grossesse. Parce que le médecin du travail pourra aider dans le respect du secret professionnel et peut être particulièrement utile pour conseiller un salarié lors des difficultés à concevoir ou pour trouver un poste adapté qui n'expose pas les salariés aux produits SMR. Voilà, nous avons terminé notre présentation générale sur les risques chimiques. Et donc, on va vous présenter quelques ressources qui peuvent vous aider à compléter les informations transmises. La ressource numéro 1, c'est votre équipe de proximité avec le médecin du travail référent et son équipe pluridisciplinaire qui compte plusieurs collaborateurs comme toxicologues, techniciens, préventeurs, métrologues, ergonomes, etc. Et Prevlink, donc votre service santé au travail, dispose aussi d'une cellule dédiée aux risques chimiques avec des professionnels experts dans ces domaines. Et nous avons encore des partenaires
comme l'INRS, par exemple, avec ses brochures, plaquettes, matériel informatif, logiciels pour évaluer les risques chimiques, comme qui s'appelle CERICH. Et encore, c'est très importante l'assurance maladie parce que, est une ressource qui peut proposer des aides financières pour l'achat de matériel, de formation, pour réduire les risques chimiques et protéger la santé des salariés, par exemple. Votre service de prévention, donc Prevlink, propose aussi des solutions pour aller plus loin que vous trouverez en ligne sur le site internet. Et concernant le risque chimique, très intéressant, c'est notre Preuve Box. Il s'agit d'un e-book qui rassemble des brochures en lien avec les risques chimiques et renvoie sur la documentation de l'INRS. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Je vous remercie pour l'attention et votre participation. Et nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions posées sur l'onglet. Alors effectivement, il y a des petites questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas à continuer à les poser et puis, on va y répondre au fur et à mesure, hein, si jamais on n'a pas, on n'a pas répondu, à celle-ci. Donc, il y a une première question qui concerne, la protection, collective, non, pardon, excusez-moi, je bafouille, qui concerne la protection, individuelle. Donc, il y a une personne qui a demandé quelle appréciation on avait sur le port du masque de protection respiratoire avec les hommes qui portent la barbe. Alors oui, effectivement, tout comme les ongles longs et les bijoux qui peuvent abîmer les gants, eh bien, il est fortement déconseillé de porter la barbe pour pouvoir bien adapter son masque sur le visage. Donc, ça fait partie de la formation et de l'information que vous devrez donner à vos salariés. De pouvoir bien mettre son masque, c'est avoir un visage lisse et donc sans port de barbe. Voilà, c'est la réponse qu'on peut donner. Pour une autre question, ça concerne Elisabetta, donc je vais laisser répondre Elisabetta sur la question: le genre est-il un facteur de susceptibilité? Oui, alors effectivement, les femmes sont différentes des hommes. Il y a des différences, physiologiques, anatomiques, qui engendrent une vulnérabilité majeure effectivement pour les femmes, hein, qui accumulent plus de produits, toxiques dans leur corps, par rapport aux hommes, hein, comme par exemple, c'est le cas de perturbateurs endocriniens ou pesticides. Et pas seulement il y a donc une accumulation, mais aussi, un métabolisme, légèrement différent. Hem, z On peut expliquer ça parce que le niveau d'estrogène effectivement implique une sensibilité plus forte, sûrement, surtout aux perturbateurs, endocriniens, hein. Donc oui, faites attention surtout aux femmes. On parlait tout à l'heure des femmes, enceintes, allaitantes. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce focus. Hem, donc femmes, enceintes, mais aussi allaitantes et en âge de procréer, hein. Faites très attention. Attention aussi aux hommes, hein, surtout, pendant les 3 mois qui précèdent la conception de l'enfant. Merci Je tiens Elisabetta. juste à compléter, que le On t'entend pas devenir bien, Céline, pardon, ton micro. Ouais. je tiens juste à compléter que le devenir d'une substance dans l'organisme dépend aussi de l'organe cible touché, du tissu, graisseux aussi que l'on a dans l'organisme, puisque certaines molécules peuvent se stocker, dans les graisses. Donc, alors ça dépend effectivement du genre, mais ça dépend aussi du devenir, de la substance, dans l'organisme où c'est stocké, puisque ça révèle aussi des effets qui peuvent, en découler. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions à Non. traiter. Donc, on vous remercie de votre attention et puis on va donc, mettre à disposition, l'ensemble des supports. Il y a une dernière petite question qui est arrivée. On va Mmh. y répondre si, vous souhaitez. Alors, je lis la question: «Pour respecter la vie privée des femmes, je comprends qu'on doit les sensibiliser sur l'exposition des risques chimiques et donc les inviter à davantage échanger avec le médecin du travail de leur souhait d'avoir, un enfant.
Oui, puisqu'en fait, à partir du moment où une femme et un homme, hein, décident d'avoir un enfant, il y a la phase des 3 mois avant qui est extrêmement important pour limiter les risques de fausses couches et le bon déroulement de la grossesse. Et il peut y avoir des mesures, en fait, qui doivent être prises, en amont, notamment pour les femmes qui manipulent, les produits CMR, reprotoxiques, ou qui peuvent avoir des effets importants, sur ce type, d'événements, je dirais. Hem et oui, le médecin du travail joue un rôle primordial. Je laisse Elisabetta compléter, si elle souhaite, apporter des précisions, mais Oui, merci Céline, je pense que tu as été vraiment claire. Et donc l'idéal, c'est vraiment de sensibiliser, toutes les femmes en âge de procréer en amont, hein. Hem, c'est important aussi pour les hommes, mais pour les femmes parce qu'il y a vraiment puis toute la phase de la grossesse et de l'allaitement, c'est majorement important. C'est la prévention en fait, donc on doit sensibiliser en amont pour prévenir des dégâts. Parce qu'il n'y a pas, effectivement l'obligation de la déclaration, initiale, hein. Il est vrai que la plupart des femmes arrivent à en parler à leur employeur, qu'après les 3 mois qui sont le 1er trimestre, c'est la période, on peut dire, critique parce que vraiment il y a la formation des organes du fœtus. Mmh. et les effets délétères se manifestent, en fait, à partir il y a une exposition pendant les 3 mois prem les pre 3 premiers mois de grossesse, et qu'il y a pas une déclaration qui est faite ou un échange C'est avec le ça. médecin du travail, il peut y avoir des effets, délétères et irréversibles. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en parler. On a une, dernière petite question sur quand aura lieu le prochain webinaire, évoqué. On n'a pas de date aujourd'hui, je dirais 2025, mais vous avez également l'ensemble des informations sur l'INRS, sur l'évaluation du risque chimique, sur le dossier, risque chimique. N'hésitez pas à le consulter. Il est dans les liens qu'on va vous fournir, mais également, sur la Prevbox, dont on vous a parlé, qui est présent sur notre site internet. Vous avez en fait des types de webinaires aussi pour les différents niveaux de ces REACH dans l'évaluation du risque. Donc vous aurez déjà un premier niveau d'information en amont de notre webinaire, je dirais 2025, mais on n'a pas de date exacte aujourd'hui à vous communiquer malheureusement. En tout cas, ce sera aussi dans les newsletters de Privlink. Vous serez informés, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, on est là en cas de contact si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée, hein. Merci, bonne Au revoir. journée, au Au revoir. revoir.